si je suis transporté en fait dans cette histoire, j'ai vraiment envie de tout savoir. Donc c'est peut-être un défaut, peut-être, mais j'ai toujours voulu en fait avoir les petits points, les petites virgules, les petits guillemets, savoir un petit peu le pourquoi du comment. C'est peut-être ma curiosité qui fait ça, mais c'est vrai que oui, en gros, j'aime beaucoup avoir une histoire qui est très longue et être transporté en fait tout au long du temps. Ne pas me contenter en fait d'une période. Je préfère un livre qui est décrit sur une longue scène plutôt qu'un livre qui décrit tout un tas de choses sur une petite scène. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien, mais, euh, mais oui, c'est vrai que la temporalité, elle est très importante dans mon livre. Ça se passe sur des milliers d'années, et c'est vrai que il y a tellement de choses à raconter en fait sur une période donnée. Par exemple, sur 1000 ans ou 2000 ans, si on voulait passer du temps à expliquer un petit peu chaque, chaque, chaque histoire de chaque personnage dans chaque région du monde ou dans chaque région de l'univers, eh bien, ça n'en finirait jamais. Mais c'est vrai que j'aime bien les histoires qui se finissent pas. Ouais, c'est plutôt comme ça que je le verrais. Et après l'univers et le côté spatial, on va dire, ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours aimé les étoiles et l'immensité de l'espace. Et, euh, et ouais, ça me passionne en fait. Je sais pas si le mot ampleur en fait est bien choisi, mais selon moi, oui, la temporalité est très importante pour moi. Alors, comment avez-vous équilibré les éléments de science-fiction avec les aspects humains et émotionnels des personnages? Alors, c'est une question un peu difficile, je trouve. Euh, Là, quand je lis des questions pour information, j'y réponds sur le tac au tac, hein, je les ai pas préparées. La façon dont j'équilibre les éléments de science-fiction avec les aspects humains et émotionnels des personnages. Eh bien, d'après ce que je lis et comment je le comprends, l'intérêt du roman, c'est de montrer à quel point en fait les hommes qui ont connu en fait cette arrivée massive des extraterrestres au début, eh bien, ce à quoi ils pensaient au début n'était pas du tout ce à quoi ils s'y attendaient en fait, hein. Ils pensaient que peut-être ça aurait pu bien se passer. Ils savaient très bien que euh, peut-être que d'autres espèces pouvaient exister, mais ils étaient loin d'imaginer qu'ils pouvaient débarquer à ce moment-là. Donc c'est vrai que le fait de raconter ce moment précis en fait où ils débarquent et qu'en fait ils sont pas si gentils que ça, eh bien ça montre un côté de l'histoire qui peut montrer une différente facette en fait des hommes avec un grand H, hein. Et donc ouais, j'ai voulu montrer en fait dans ce roman qu'effectivement il y avait un côté non préparé et qu'en fait ils savaient pas trop comment gérer les choses quoi. C'est pourquoi d'ailleurs à un moment dans le roman je parle des réunions en fait qu'il y a eu des grands conseils des humains pour essayer de s'organiser avec ceux qui venaient des cieux pour justement essayer de s'organiser sur la façon dont vivre, comment on pouvait gérer les religions, tous les éléments qui composent notre société, quoi. C'est, c'est un processus assez complexe à mettre en place, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, mais c'est super intéressant, je trouve. Donc oui, l'équilibre est assez compliqué à mettre en place parce qu'il faut garder de la cohérence. Il faut garder de la cohérence. Il faut pas écrire et décrire tout et n'importe quoi, mais ouais, c'est franchement assez, enfin, c'est impressionnant en fait, hein. Moi-même quand je le dis, je trouve ça incroyable en fait, essayer d'exprimer tout ça. C'est très difficile.
Alors, quel est votre processus pour créer des antagonistes crédibles et complexes? Alors, le processus, en gros, que j'ai utilisé, euh, déjà, Dogos, on va dire que c'est l'antagoniste principal, en fait, hein, de mon histoire. Mais il y a aussi le maréchal Zeta, qui est Sidious. Et lui aussi, c'est un antagoniste de la planète Terre, qui est humain, et qui a été modifié aussi génétiquement par la technologie alien, qui fait partie du projet Z. Donc voilà. Mais selon moi, elle est très crédible même, puisque en fait, dès le départ, Dogos veut créer en fait une race humaine améliorée, et surtout qui est, comment on peut dire, manipulée, dirigée, qui fait en fait ce qu'il souhaite et ce qu'il désire. Donc, selon moi, en fait, oui, j'ai essayé de respecter vraiment ça dans le roman. J'ai essayé de faire en sorte que, que tous les personnages soient cohérents et que leur histoire, en fait, gravite autour de toute cette intrigue qu'il y a autour du projet Z. Voilà, le projet Z, c'est ni plus ni moins en fait qu'une expérience de manipulation mentale et physique de ces êtres qui viennent de l'espace. C'est assez complexe effectivement car pour connaître tous les tenants et aboutissants de ce projet, eh bien il faut parcourir les 3 tomes, sachant que là d'ici 19 jours à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, dans 19 jours exactement, le premier tome sortira et il sera prêt. Il y aura vraiment tous les éléments dedans, mais il faudra attendre un petit peu de temps pour avoir la suite. Et ça vous permettra de comprendre après vraiment tous les tenants et les aboutissants de cette intrigue. Mais n'empêche que oui, j'ai essayé de garder une crédibilité hors norme, comme on peut dire. Je me suis bien pris la tête pour que ça soit vraiment au maximum propre et crédible. Voilà, et cohérent. La complexité, je pense qu'elle est complexe. La complexité, selon moi, en fait, elle est valable pour tout le type de roman, hein. Je pense que tout type de roman garde une forme de complexité en fonction de son histoire, de sa propre histoire. Mais c'est vrai que, étant donné que moi je parcours des milliers d'années et que là j'en suis à peu près à 1200 pages à peu près d'histoire, autant vous dire qu'il faut être cohérent, qu'il va falloir vérifier en fait tout ce que je lis et tout ce que j'écris. Voilà. Prochaine question, donc on en est à la 13e. Comment la relation entre les humains et les extraterrestres évolue-t-elle dans l'histoire? Alors c'est une super belle question. Alors, comment elle peut évoluer, comment elle évolue, on va dire, dans l'histoire, sans pour autant vous spoiler, ça va être un peu compliqué. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, les humains, comme je vous l'expliquais dans les précédentes questions, n'étaient pas prêts à l'arrivée des extraterrestres et de Dogos. Donc, bien évidemment, la relation n'a pas été bonne. Mais comme je l'explique après, quelques milliers d'années après, à force que la structure de la société extraterrestre est imposée en fait au sein de l'histoire, eh bien les petits-enfants des petits-enfants des petits-enfants ont appris à vivre avec ces règles-là, avec ces dogmes. Et, euh, et donc du coup, ils les considèrent un peu comme des dieux. Et c'est sûr que l'évolution humaine s'habitue et se marie en fait entre guillemets avec la civilisation extraterrestre. On a même des descendants enfin, hybrides, mi-extraterrestres, mi-humains. Et donc du coup, ça crée effectivement une espèce un peu plus évoluée. Mais ça crée aussi de la jalousie. J'en parle aussi dans le roman. Évidemment, la façon dont ces êtres sont venus sur Terre et la façon dont ils ont
manipuler l'histoire. Les anciens, en fait, ne sont pas fous, hein. Ils ont bien compris qu'ils se faisaient manipuler. Et donc, du coup, ça a créé pas mal de jalousie et pas mal de contrariété par rapport aux hommes. Quand ils voient leur femme se faire courtiser par des extraterrestres, en ayant en échange, par exemple, la sécurité et une vie bien plus propre, pardon, excusez-moi, bien plus propre, bien plus qualitative. Le mot propre n'est peut-être pas le bon mot, mais bien plus qualitative. Et voilà, elles font part d'une protection bien plus importante que les hommes eux-mêmes, quoi. Donc c'est sûr que ça crée de la jalousie et, et des rancœurs et de la rage et, et même de la peur, hein. Donc c'est sûr que l'évolution de la relation entre les humains et les extraterrestres, et j'essaie de la décrire sous tous ces angles en fait, hein. J'essaie de montrer en fait à quel point elle peut être bénéfique, hein. Elle l'est aussi, hein, sur certains points, hein, par rapport à la technologie par exemple. Alors bien évidemment ils ont débarqué, ils ont foutu le bordel et puis ils sont arrivés, ils ont dit bon bah ok on va vous donner une majeure partie de notre technologie pour que vous soyez un peu plus en avance et pour pouvoir reconstruire. Mais bon en même temps c'est vous qui avez foutu le bordel quoi. Donc c'est sûr que voilà, la relation est complexe, très complexe. 14e question. Avez-vous des influences littéraires spécifiques qui ont façonné votre écriture? Alors, je vais être un peu rapide dessus, mais selon moi, en fait, il y a plusieurs livres qui m'ont vraiment intéressé, mais je j'ai pas vraiment envie d'en parler précisément, de parler précisément de quel livre. Juste un seul, en fait, qui m'a vraiment plu et que j'ai lu, c'est Dune, voilà, de Frank Herbert. Mais voilà, c'est un peu un modèle pour moi, ce livre. Selon moi, en fait, il représente, on va dire en majeure partie le roman que j'ai voulu décrire. Mon roman ne ressemble pas à 100% à Dune, mais on va dire que la structure de ce livre correspond bien au mien. Voilà, donc pour vous donner une petite idée, quoi. Y a-t-il des messages ou des leçons que vous espérez que le lecteur retire de votre histoire? Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de messages cachés. Et ça, par contre, je vais pas vraiment répondre à cette question, je suis désolé. J'aimerais vraiment que vous répondiez dans les commentaires, en fait, que vous me donniez votre avis pour faire durer un peu le suspense. Mon livre n'est toujours pas sorti hein, à l'heure actuelle. Donc oui, non, il y a pas mal de messages cachés que j'aimerais faire passer. Et, euh, et donc ça serait intéressant finalement d'avoir votre avis déjà maintenant, et quand vous aurez le podcast, quand vous allez l'écouter. Ça serait bien d'avoir vos avis. Mais bien évidemment, ce qui serait encore plus intéressant, c'est de les avoir une fois que vous aurez lu le livre, pour voir un petit peu si j'ai bien retransmis le message. Voilà. 17e question. Quels ont été les aspects les plus satisfaisants de l'écriture de ce livre? Waouh. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus, ce qui m'a le plus satisfait, c'est les descriptions, hein. Les descriptions des mondes et des personnages. J'aime beaucoup le personnage de Dogos. C'est vraiment un personnage sur lequel j'ai passé énormément de temps. Je suis parti de sa base en fait, hein, donc j'ai imaginé ce personnage. Et après j'ai essayé de décrire un petit peu une civilisation que je voulais décrire, qui lui correspondait, et de montrer un petit peu quelle était sa culture, son empathie, sa vision des choses, pourquoi il est tiraillé, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il fait ça.
Il y a pas mal de choses de sa vie en fait qui m'intéressent énormément. Et, euh, et oui, pour moi, ce qui a été le plus excitant pour moi, effectivement, c'est de décrire la vie de Dogos. Ouais, ça pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très satisfaisant pour moi. Euh, 18e question. Comment gérez-vous les descriptions détaillées des environnements et des technologies dans votre écriture? Alors, euh, moi, déjà, j'ai une imagination débordante. J'ai une faculté d'imaginer, on va dire, qui est, qui est vraiment... moi, je dirais que je suis un petit peu au-dessus de la moyenne. En fait, quand je décris quelque chose, j'aime pas la décrire dans son ensemble, j'aime plutôt décrire dans les détails. Voilà, je suis plutôt quelqu'un qui aime construire. Et donc, du coup, quand je décris quelque chose, j'aime bien en fait incorporer et intégrer tous les éléments qui composent cet ensemble. Donc, quand on parle d'un environnement, je parle bien évidemment de la nature, de la planète, du temps qu'il fait, s'il fait jour, s'il fait nuit, euh, parler des plantes ou des arbres ou des volcans, des montagnes, des lunes, voilà, et tout ce qui compose un environnement. Les technologies, c'est pareil, c'est ce que je disais un peu dans les précédentes questions, c'est quelque chose de très difficile à décrire, surtout quand on veut décrire une technologie qui n'existe pas, ou alors qui a des milliers d'années par rapport, enfin, qui a des milliers d'années d'avance par rapport à la nôtre. Et ça, c'est vrai que c'est un exercice très difficile. Mais bon, il suffit de faire quelques recherches pour essayer d'imaginer des technologies qui pourraient exister ou qui seraient possibles. Voilà, dans un monde comme le mien. Donc, et les technologies, oui, j'aime bien. Vous remarquerez certainement dans le roman, j'aime beaucoup décrire en fait la façon dont les armes se comportent, comment elles interagissent avec les lumières, ce qu'elles inspirent. Et toutes ces petits détails sont, selon moi, très importants. Donc, ouais. Euh, Y a-t-il des personnages secondaires dans le livre qui vous sont particulièrement chers? Eh bien, la famille Swann. Voilà, la famille Swann, pour moi, ce sont des personnages secondaires que j'ai inclus dans mon roman pour décrire à quel point, en fait, euh, toute une génération, en fait, qui vient d'une seule personne peut déterminer, en fait, la suite de l'histoire. D'ailleurs, c'est un peu, comment dire, selon moi, en fait, les Swan, c'est un enchevêtrement de générations qui se succèdent, mais qui acquièrent et qui disposent après par la suite de capacités que d'autres hommes n'ont pas en fait. Et ça fait partie de l'intrigue, hein, bien sûr. Je peux pas tout raconter, mais vous découvrirez bien sûr dans le roman que William Swan, par exemple, a subi des interrogatoires et des manipulations génétiques via Dogos. Et donc, euh, on s'aperçoit que dans le roman, en fait, il a été donc modifié, mais qu'il ne s'en rappelle pas hein, par la suite. Et donc, il a été relâché. Et après, bah, Dogos lui a laissé un peu le champ libre. Il lui a laissé un peu, il l'a laissé faire quoi. Donc, il a laissé faire sa vie et William Swam a continué sa vie. Et puis, j'ai continué à créer sa vie. Et la femme qu'il a rencontrée, les enfants qu'il a eus, et ainsi de suite. Et tout ça, si vous voulez, ça fait partie un petit peu de l'intrigue, quoi. Je peux pas trop expliquer pourquoi, mais en fait, voilà, tout a un but. Dogos n'est pas venu sur Terre juste comme ça. Il est venu pour un but précis et pour faire des choses précises. Et j'en parle un petit peu au début, si je peux vous en parler un petit peu vite fait, si vous voulez.
En gros, à force que le temps passe et que les extraterrestres en fait continuent leur petite vie sur Terre et à courtiser les femmes de la Terre, eh bien, les hommes, comme je vous expliquais tout à l'heure, se sont un petit peu, on va dire pas un petit peu, hein, même beaucoup, se sont très énervés. Et Dogos, en fait, lui, il observe tout ça de loin. Il- c'est un peu lui, quand même, qui manipule toute cette histoire, toute cette intrigue. Et donc, il imagine, en fait, une façon, en fait, de manipuler, en fait, la conscience humaine. Il imagine des, euh, des possibilités de, de manipulation, oui. Voilà, il manipule et en même temps, il crée, en fait. Ah, c'est un peu compliqué parce que si je commence à vous expliquer le pourquoi du comment, vous allez comprendre un petit peu l'intrigue. Et le but, c'est de lire le livre, hein. Donc si je commence à vous expliquer toute l'intrigue, ça va pas le faire. Mais voilà, tout a une raison et ne vous inquiétez pas, tout au long du livre, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi De Gaulle fait tout ça. Donc ouais, ouais. 20e question. Comment la notion de pouvoir et de leadership est-elle explorée dans votre œuvre? Eh bien, la notion de pouvoir, elle est un petit peu, on va dire, merde, comment je peux dire ça? Dogos, lui, de toute façon, il est en mode, j'ai envie de contrôler en fait les galaxies qui m'entourent, et j'ai envie de montrer à mon peuple que je suis le plus puissant. Il a vraiment envie de prouver quelque chose, quoi. Donc, cet aspect en fait de pouvoir, elle est importante en fait dans le livre. Ouais, le livre explique de A à Z hein, pourquoi Dogos il fait ça. Et le leadership, parce que là on va parler un petit peu de William Swan ou des autres personnages qui vont le succéder, c'est plutôt le leadership qui les concerne cette fois-ci. Là par contre oui, la question de leadership elle est très importante aussi parce que selon moi, d'après ma définition, les humains, en fait, s'ils ne s'allient pas et s'ils font pas confiance à un leader, à quelqu'un qui les mène vers l'objectif, eh ben, ils n'y arriveront pas. Et, euh, et donc, ça montre un petit peu qu'il faut que les hommes, en fait, se rassemblent pour créer, en fait, une unité et quelque chose, un bloc, qui puisse faire barrage, en fait, euh, au pouvoir de Dogos. Donc, selon moi, en fait, la notion de pouvoir, en fait, dans mon roman, elle, elle combat, en fait, le leadership aussi de mon roman. Le leadership des personnages qui composent mon roman. C'est ça que je trouve ça cool en fait parce que bah, tout est imbriqué quoi. C'est alors je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà pour vous faire comprendre à quel point ça peut être c'est très passionnant à lire. Franchement, moi je trouve ça très passionnant. J'ai dû le lire 2 ou 3 fois là depuis que je le réécris, depuis que je le refaçonne, depuis que je le mets en forme. Ça fait plusieurs fois que je le lis, mais là, je l'ai vraiment lu de A à Z, mot pour mot, 3 ou 4 fois. Et c'est très passionnant, on s'en lasse pas, hein. On voit les pages défiler et on s'en rend pas compte. 21e question. Quelle part de recherche avez-vous fait pour écrire le livre? Eh bien, à votre grand étonnement, je n'ai fait quasiment aucune recherche. Tout part de mon esprit, tout part de ma tête, tout part de mon imaginaire. Il y a très peu de choses que j'ai recherchées sur Internet pour écrire le livre. D'ailleurs, la plupart le 3 quarts, même plus du 3 quarts du livre que j'ai écrit, je l'ai écrit en fait bah, presque tout seul, sans avoir besoin de voyager ou quoi que ce soit. Tout sort de ma tête. Donc non, il n'y a pas de recherche spécifique que j'ai faite. Il y a peut-être 2, 3 questions que j'ai posées à Internet pour voir un petit peu les cohérences au niveau des technologies. Mais sinon, le reste, il y a pas vraiment de recherche spécifique que j'ai faite, quoi. 22. Avez-vous des plans pour une suite ou une série basée sur le livre? Hmm.
Alors là, euh, très intéressante question. Alors, sachez que moi, j'ai créé donc tout ce pavé en fait de livres. Ce livre fait un pavé, hein. On doit être presque à 1000 ou 1200 pages. Et donc du coup, j'ai décidé de le diviser en 3 tomes. Mais je suis déjà en train de réfléchir en fait à le mettre sous forme de script pour créer un film. Voilà, je me suis déjà amusé, pour tout vous dire, à créer des scripts. Alors c'est très très long, c'est très compliqué, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. J'ai pas vraiment le temps de me pencher là-dessus, mais je vous avouerai que ça pourrait faire un bon film. Les 3 tomes sont créés de façon en fait à pouvoir créer des histoires parallèles en fait avec d'autres personnages. C'est-à-dire qu'en fait vous avez tout un tas de personnages qui sont inclus dans les 3 tomes, mais chaque personnage en fait peut avoir sa propre histoire. Sur mon site web par exemple, on peut voir certains posts que j'ai faits. Par exemple dans l'onglet personnages de Braxville, on peut voir qu'il y a certains personnages qui se présentent eux-mêmes. Et donc du coup, on pourrait de facto créer des histoires en fait qui sont liées à eux, vivant leur vie ou créant leurs propres expériences dans une autre histoire parallèle à celle de Braxville. Et donc on pourrait découvrir des histoires qui sont liées au livre de Braxville, mais sur le point de vue, sur le plan de d'autres personnages. Voilà. 23e question. Comment avez-vous géré les scènes d'action et les séquences de bataille dans votre récit? Alors, les scènes d'action, j'avoue que j'ai une grande facilité à expliquer un petit peu, à décrire les scènes d'action, à les décrire, à les écrire. Ça, il n'y a aucun problème. Le seul problème qu'il pourrait y avoir dans cette facilité, c'est la façon dont je les décris, les scènes. Elles peuvent être un petit peu violentes. Mon livre n'est pas vraiment fait pour, comme je pourrais dire, pour des enfants. Et il est plutôt fait pour des adultes. On va dire pour être dans la norme, quoi, on va dire de 16 ans jusqu'à point d'âge. Mais il y a des scènes effectivement qui sont un peu violentes. Je crois que à la fin du tome 1, enfin un peu avant la fin du tome 1, il y a quelques scènes qui sont assez violentes. Mais c'est très difficile de les écrire puisqu'il faut quand même garder une certaine mesure. Il faut pas trop être dans l'excès. J'ai pas envie de me faire striker, j'ai pas envie de me faire embrouiller parce que j'ai écrit des scènes un peu trop violentes qui pourraient déplaire à d'autres. Donc voilà, j'essaie de garder quand même une certaine mesure. Mais oui, j'ai aucune difficulté à créer des scènes d'action et des scènes de bataille. Ça, il n'y a aucun problème. 24e question. Quels ont été les retours des premiers lecteurs de votre livre? Alors, déjà pour vous dire la vérité, la plupart des amis que j'ai ont lu quelques passages de mon livre, mais n'ont pas lu tout le livre. Bien évidemment, c'est beaucoup trop long et comme c'est un livre qui n'est toujours pas sorti, comme je vous l'ai dit, il est en constante amélioration, en constante mise en forme. Donc quand je partage en fait des récits ou des pages de mon livre, c'est pour me donner un avis, bien sûr, mais ils ne peuvent pas avoir le contexte global du livre. Donc je n'ai pas vraiment de retour de tout mon livre, mais la plupart des gens qui ont lu les passages que je leur ai partagés me disent que ça fait penser à Dune, de Frank Herbert. Voilà. Donc c'est la plupart des commentaires que j'ai là-dessus. Et on me dit effectivement, oui, que c'est une histoire qui te, qui te transpose en fait sur ta propre vie des fois même. Tu pourrais te retrouver en fait